Selon tel ou tel milieu artistique, peu importe le média, nous sommes traversés d'émotions, toujours plein de questions. Est-ce que c'est normal, ce que je ressens? Pourquoi j'ai peur? Comment il a réussi à me faire ressentir ça? On ne choisit pas les œuvres qui nous plantent là, qui nous accrochent au siège, qui nous font perdre la notion du temps. On ne choisit pas. Pour ça, beaucoup se moquent si l'œuvre ne correspond pas à leurs standards. Cette œuvre en question, pour moi, a la chance d'être de bonne facture technique, bien que très peu discutée sur internet. Beaucoup la connaissent et l'ont déjà vue, mais personne ne semble s'en souvenir ou en avoir quelque chose à faire. Étrange. Ce film fut ma clé, celle qui permet d'accéder à cette dimension cinéphile, celle qui nous pousse dans un monde inconnu. Je trouve donc logique qu'il vous initie à ma chaîne, comme il l'a fait pour mon amour des images. Bienvenue dans ce premier focus consacré à The Game. Quand on part à la pêche d'un aussi gros poisson, mieux vaut savoir par où commencer. Croyez-moi, ce n'est clairement pas facile de parler de ce film sans spoiler. Je pense d'ailleurs que le spoil fait partie intégrante du propos des films, donc je me contenterai d'un avertissement en début de chaque vidéo. Pour traiter du sujet jusque dans ses racines, il faut en parler dans sa totalité. Je vous invite donc à voir The Game avant de vous lancer dans cette vidéo. Mais qui sait, peut-être cette critique vous donnera encore plus envie de le découvrir. Il en vaut le détour, je vous assure. Issu de cette fabuleuse époque qu'était la fin des années 90 pour les thrillers américains, le troisième long métrage de David Fincher s'inscrit dans la suite des polars psychologiques qui faisaient sensation et remettaient en question la place du spectateur. Raisonnement passionnant qui mériterait une vidéo pour lui seul, mais tenons-nous-en à un film pour l'instant. En effet, si les histoires se réinventent très peu au cinéma et en général, c'est bien la forme qui prime, parce qu'elle se renouvelle constamment. Et les années 90 ne sont pas connues pour être un grand renouveau du film d'action, loin de là. Certains se risquent même à dire, sûrement en raison, que très peu de risques sont pris et que la claque des 80s est difficile à surpasser. Ce serait certainement oublier des films comme Matrix ou Terminator 2, mais cela nage aussi dans le même bassin que Le Dernier Samaritain, Under Siege 2, Armageddon, Time Cop, Judge Dredd, enfin. Je vais pas tous les citer parce que la plupart des bons films d'action de cette époque sont les exceptions en fait. Il y en a qui disent que tout bon film est exception, mais encore une fois, n'allons pas trop loin. Toujours est-il qu'un genre de film d'action, le thriller, se porte par contre beaucoup mieux que son homologue burné et décomplexé. Comme je le disais, une vague de mise en scène osée, d'adaptation audacieuse et de prise de risque amène le genre au renouveau tout bienvenu qu'il pouvait l'être. En prenant à partie le spectateur et en le menant en bateau, les cinéastes s'adaptent à leur nouveau public en leur vendant l'innovation, le twist agencé et préparé avec minutie. Je sais à quel film vous pensez. C'est en effet Usual Suspect qui est la figure de proue de cette catégorie, avec le rôle de Keyser Söze resté dans les mémoires grâce à sa démarche et à son interprète. Kevin Spacey, cet acteur pour le moins controversé, est en fait partout à l'époque. Le moindre thriller ou polar un peu outsider voyait débarquer sa tête de Winnie l'ourson du grand banditisme. Que ce soit dans LA Confidential, Usual Suspect ou Seven, le bougre démontre à lui seul l'efficacité du tueur caché. Le suspect que personne ne soupçonne, le monsieur tout le monde des meurtriers. Parce que c'est aussi ça que met en avant ce mouvement. N'importe qui peut tuer. Dans une Amérique aux proies aux tueurs en série et aux massacres quotidiens, le message a d'autant plus de poids. Et à côté de Kevin se trouve un autre acteur qui lui assume l'image qu'il dégage, Michael Douglas. Businessman, classe, séducteur, le dude ne se lasse plus de jouer des rôles qui lui collent à la peau depuis Wall Street d'Oliver Stone, où son personnage de Gordon Gekko profite du système et fait régner sa loi dans le milieu impitoyable des banques. Liaison fatale, Black Rain, Basic Instinct, tous ces films qui ont permis de l'établir comme sex symbole intouchable vont un jour courir à sa perte. Devenu accro à la drogue, il finira par se faire soigner au milieu des années 90.
Si l'acteur avait su faire preuve d'autodérision par le passé, dans un ou deux rôles, il décide alors de faire un demi-tour rapide et prendra soin de désamorcer l'image qu'on a de lui. Chute libre de Joel Schumacher en est le parfait exemple, un cadre modèle qui perd complètement les pédales. C'est dans ce double contexte, tant pour Fincher en pleine participation au renouveau du genre du thriller, après Seven, et pour Douglas, qui cherche à jouer les traders abîmés, que va se lancer le film qui nous intéresse aujourd'hui, The Game. J'ai volontairement passé sous silence la carrière de Fincher, parce que je ferai une vidéo spéciale sur lui, et parce que je pense que Michael Douglas est un acteur dont on reparle trop peu. Bref, nous l'avons compris, The Game est un thriller qui tente de réinventer les choses. Mais pour commencer, de qui nous parle-t-il ? Eh bien d'un trader, Nicolas Van Orton, joué par Michael Douglas, qui n'est qu'un connard fini, et qui suite à l'adhésion à un mystérieux service de jeu, va littéralement perdre le contrôle de sa vie. Un thriller psychologique qui s'échine à démolir toutes les conventions des investigations classiques, en fragilisant des personnages jusqu'ici très peu mis à mal, dans une ambiance glauque et collante de la fin des années 90. Mais que raconte vraiment The Game ? Déjà, pourquoi ce titre ? Quelle valeur un jeu peut-il avoir dans une histoire pareille ? J'y vois de profondes références au premier sport de l'humanité, la chasse. La traque, un jeu primaire mais qui peut réveiller l'instinct de tous. Car c'est de cette introspection dont il est question dans The Game. Maquiller ce genre de propos en thriller amène les questions suivantes. Qui pourchasse qui ? Pourquoi ? Quel est le visage du traître ? Eh bien dans ce film, aucune réponse n'est promise. Parce que dès le premier plan du film, on connaît le responsable. On sait à quoi ressemblent ses traits. Comme le dit si bien Fincher à travers son film, la vraie question est plutôt de savoir à quel jeu joue-t-on. Et pour le savoir, nous devons nous pencher sur la clé de voûte de toute l'affaire. Nicolas Van Orton. Qui est-il ? Que lui arrive-t-il et pourquoi ? La scène d'introduction nous permet de savoir tout ce dont nous avons besoin, et ce sans une seule ligne de dialogue. Je ne peux pas vous la passer dans son intégralité, mais en voici un extrait, parce que je pense que pour comprendre un film, il faut voir et entendre ce que le cinéaste nous dit. Alors, mes chers détectives. Difficile de passer à côté de ce qui saute aux yeux, hein ? Et par sauter, je veux bien sûr parler de cet homme, qui dans les souvenirs de son fils, restera à jamais une silhouette découpée par la lumière du soleil, plongeant en une fraction de seconde de l'autre côté de la vie. Une scène de deuil, de vécu. À travers les souvenirs d'un homme qui regrette, qui peine à se savoir à sa place. Un père absent, qui lui offre tout sauf le plus important. Un jeune garçon qui regrette, mais qui hérite malgré lui de tout l'Empire. Le reste du premier acte se charge de nous le confirmer. That's right, he was 48, wasn't he? I hadn't really thought about it until now. Nicolas est seul, se conforte dans son entreprise et ne considère les autres qu'avec mépris. Il est aigri comme un petit garçon qui attend que son papa revienne. Et c'est l'élément sur lequel repose toute notre enquête. Je pense que le terme du jeu The Game n'est pas innocent. Si Nicolas est un adulte responsable et paraît sûr de lui, l'enfant qu'il était n'a jamais pu s'épanouir, plongé dans l'ombre d'un père absent qu'il a abandonné en sautant la vie. L'iconisation du film va constamment jouer sur le rappel à l'enfance. Le clown, les clés, l'aspect ludique des éléments du jeu rejoignent une thématique foraine, rappellent l'innocence que Nicolas a perdue. C'est là qu'entre en jeu un élément que vous avez sûrement déjà repéré, la musique. Howard Shore, compositeur sur la saga de la Terre du Milieu de Peter Jackson, reprend ce concept de l'innocence sombre, tourné autour de mélodies dignes d'une boîte à musique pour enfants, qui lorgne sur le dramatique nostalgique. Un peu comme si vous entriez dans un chapiteau abandonné, avec tout plein de souvenirs étalés sur les murs. Fuck California.
Le frère de Nicolas, Conrad, interprété par Sean Penn, est celui qui lui offre cette adhésion au jeu. Les deux frères ne s'entendent pas très bien et sont très différents. L'un croule sous l'image de sa société et de ses responsabilités, l'autre vit de magouilles et fait ce qu'il veut. Ce cadeau surprend donc notre bon Michael Douglas, qui finit par accepter de passer des tests pour intégrer le programme de cette société Récré Conso Service. Sauf qu'on lui apprend qu'il a échoué au test. Bizarre. Lui qui n'échoue jamais d'habitude. Sorti de sa zone de confort, Nicolas s'offusque. Sauf qu'il ne sait pas que sa partie vient de commencer, et que le soir même, il trouvera un corps à l'endroit même où son père fut retrouvé mort chez lui. En dehors de l'évidence de ce message sordide qui tente de mettre l'homme face à ses soucis, le jeu prend une portée inédite et immédiate. Pour le meilleur ou pour le pire, Nicolas doit changer. Fincher nous fait croire qu'il s'agit d'un complot immense, aux acteurs invisibles et impossibles à arrêter, de voleurs et de terroristes. Alors que la menace a bel et bien un visage, qui nous est familier. Nicolas, c'est lui qui le pourchasse, sans relâche, et il a donné toutes les clés qu'il fallait au jeu pour qu'ils aient accès à ces démons. Les décors tiennent une place très importante. Il y a une comparaison certaine à faire entre la ville de San Francisco et Nicolas, persuadé d'être au top au sommet de son building, tandis que ses propres démons sont tapis dans l'ombre et les bas-fonds d'une ville sale, où n'importe quelle personne pourrait être pactisan du diable, nu et sans visage, destiné à faire tomber l'homme dans le gouffre de ses peurs. Le récit isole d'abord le personnage dans un cadre réaliste et urbain pour creuser de plus en plus loin dans le sol, lorgnant sur beaucoup de scènes nocturnes, où tout peut être une menace effrayante, tel un conte Lovecraftien. Le film fonctionne par étapes. D'abord, le jeu pique la curiosité de Nicolas, puis le met face à des échecs, puis petit à petit, pénètre son intimité jusqu'à le déloger de chez lui. Il finira au Mexique alors que lui-même ne sait plus qui il est vraiment, complètement perdu. Véritable récit initiatique de la reconquête de l'identité, de l'affrontement de ses peurs, de la réhabilitation de son vrai soi. Il s'agit de savoir qui on est, comprendre pourquoi on ressent ces choses, démêler ses souvenirs de la réalité, comprendre cette réalité. Toutes ces questions, comment être heureux, comment se tenir en société, comment faire face à la mort, et tenir la vie entre ses mains assez longtemps. La quête humaine. Le monde de Nicolas est sombre, froid, chaotique, comme le résultat de pulsions d'un homme incapable de se connaître lui-même, qui découvrira ses propres instincts à travers des choses qu'il n'a soit jamais vécues, soit qu'il n'a pas pu ou voulu faire. La menace, elle, est maquillée en organisation capitaliste, mystérieuse et sans visage. Mais c'est uniquement lorsque Nicolas atteint le point de non-retour qu'on nous livre l'explication ultime. La révélation, qui au fond n'en est une que pour le personnage et pas vraiment pour le spectateur s'il fut attentif. Parce que si vous avez vraiment écouté ce que j'ai dit, vous avez déjà compris que le jeu est factice, offert par un frère soucieux du bonheur de Nicolas, et que tout n'est que supercherie à effet d'électrochoc pour changer sa vision de la réalité. C'est de là d'où viennent les remarques à l'encontre du film. Selon ses détracteurs, la deuxième moitié du film s'égare en poussant l'action au-delà du vraisemblable. Tout ça pour que le spectateur comprenne bien que c'est pour changer le caractère de merde du protagoniste. Sauf que le film n'a pas du tout changé. Le postulat de base est exactement le même. Ce qui se transforme au fil du récit, c'est le ton. Ayant débuté comme une traque, le film se conclut sur une vengeance. Fincher assume le caractère allégorique de son film et relâche la barrière qui séparait thriller réaliste et drame grandiose. La menace insidieuse et dissimulée que représentait la corporation laisse place au véritable adversaire de Nicolas, lui-même. Parce que c'est depuis la mort de son père qu'il croit son destin tout tracé. Parce qu'il se refuse à voir l'enfant qu'il est devenir lui-même au profit de l'ombre de son père. Face à son frère, reflet de ce qu'il a toujours voulu être, Nicolas comprend enfin ce qu'il est devenu. Le roi froid d'un monde sombre, où même les clowns ne rient plus. Ce n'est pas le monde dans lequel Nicolas évolue qui n'a plus de sens ou de logique vraisemblable, mais c'est lui qui subit des transformations. C'est lui qui change. C'est sa perception des choses qui influe sur comment le spectateur percevra ses actions. Someone call an ambulance!
He's dead. Tout est propos de la paranoïa, d'où peut provenir le danger, de cette sensation imminente de la présence du mal. Tout film passe un pacte avec le spectateur, pour ce qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Si l'on accepte de croire ce qu'on voit et de le prendre pour vrai, alors les règles établies par le film sont vraies dans la logique de son univers. The Game joue avec ces règles, tout comme ses voisins Usual Suspect et Seven. Une fois acculé, pour échapper à cet acte terrible, le personnage ne voit plus qu'une solution, reproduire le même schéma que son père autrefois, certainement victime de pareils maux, mis à mal par sa condition de roi, plongeant dans la ville pour y trouver la seule échappatoire possible, se tuer. Le saut n'est pas anodin. En se jetant dans le vide, le personnage montre son lâcher-prise, sa faiblesse, sa résiliation de toute chose. Comme un pantin de chiffon qui s'envole, Nicolas tombe dans les abîmes de l'oubli. Sauf qu'il a la chance d'avoir ce que n'avait pas son père. Un frère aimant. Conrad représente tout ce que Nicolas veut être et redoute. L'imprévu, une forme d'échec social, mais aussi l'aventure, la spontanéité, la vie. Et la vie, Conrad vient de la lui sauver, alors que lui a apparemment causé sa mort. It's not Gordon Gekko, it's not a guy who rips the heart out of his foe and takes a bite out of it before the guy dies. This is a guy who's maintaining a portfolio. Ostensibly, this is a movie about a guy who's dead, and then in the last scene, he's brought back to life. Dans ce qu'on pourrait qualifier comme son triptyque des années 90, David Fincher lorgnait sur du psychologique trouble, avant d'être dans le réalisme le plus total, avec Social Network ou Zodiac. Un rapport à la ville, crade et folle, où mémoire et réalité nous jouent des tours. Parmi ce début de carrière, The Game est sûrement le moins nihiliste. Une fois né de nouveau, Nicolas s'effondre, pas parce qu'il abandonne, mais parce que pour la première fois, il n'est plus seul. Il a tué son ombre, ce reflet paternel, en sautant du toit. Il n'est plus que lui-même à présent, pleinement conscient de l'enfant qu'il a abandonné et du frère qu'il a renié. En jouant le jeu, Nicolas est parvenu à se retrouver, à faire de ses souvenirs douloureux un héritage et non un fardeau. L'argent n'a plus la même importance maintenant, mais ce sont les gens qui trouvent grâce à ses yeux. Sa famille, son ex-famille, ses amis, ses rencontres, toutes celles d'une vie, qu'elle fût factice depuis le début ou pour quelques jours seulement. Parce que Nicolas a gagné ce jeu, en sachant se perdre dedans. Le plus surprenant, c'est que The Game n'est pas une adaptation. Issu des pensées de John Brancato et Michael Ferris, le film parvient à trouver un équilibre rare, discret dans une filmographie riche d'œuvres plus connues, et à se hisser parmi les meilleurs thrillers psychologiques jamais réalisés. Une renommée minime, bien qu'une introspection maquillée en jeu de pistes paranoïaques, ne doivent sûrement pas être du goût de tous. Il n'en reste pas moins bouleversant dans sa réalisation, oppressant dans sa photographie, surprenant dans son écriture et incisif dans son montage. S'il est passé assez inaperçu, il aura tout de même eu un impact immense sur quelqu'un. Sur moi. Et peut-être, qui sait, pourriez-vous être les prochains.